Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec les prix de l'immobilier en Chine. Le marché a poursuivi son rebond en février, mais des divergences entre les villes de premier rang et les autres s'accentuent. Les prix des logements neufs ont augmenté au mois de février dans 47 des 70 villes grandes et moyennes évaluées, alors qu'ils n'avaient augmenté que dans 38 d'entre elles le mois précédent. Par ailleurs, 15 villes ont enregistré une baisse de prix contre 24 le mois précédent. La ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, continue de tirer les prix qui ont augmenté de 3,5%. Sur une base annuelle, les prix ont gagné presque 60%. Le fossé entre les villes a continué de se creuser. Les villes de premier rang envisagent des mesures pour ralentir la hausse, tandis que les villes de troisième et quatrième rang cherchent à écouler leur stock de logements invendus. Le prix de l'immobilier en Chine a continué de grimper durant les 2 sessions politiques à Beijing. Les régulateurs affirment que l'endettement excessif est à l'origine de cette hausse. Les promoteurs et les agents immobiliers proposent des prêts aux acquéreurs pour couvrir leurs dettes avec des taux situés entre 5 et 10%, voire même 0% dans certains cas. Le plus grand risque des prêts est qu'ils causent un fort endettement. On s'inquiète d'une éventuelle baisse brutale des prix comme à la bourse l'an dernier. Si les prix dégringolaient rapidement, les acheteurs ne pourraient plus payer leurs dettes. Les mauvaises dettes sur les plateformes de pair à pair pourraient s'étendre aux banques, augmentant leur taux de mauvaises dettes et avoir un effet sur les marchés financiers. Shenzhen et Guangzhou ont lancé des enquêtes sur les canaux de crédit qui soutiennent ces prêts. On estime que les acheteurs de Shenzhen ont contracté un total de 2 milliards de yuan de prêts arrangés par les petites entreprises ou des prêteurs pair à pair. Une enquête similaire sur ces prêts est également conduite à Beijing. Selon l'institut de recherche Yingtan, au moins 664 des 2500 plateformes de prêts pair à pair ont exploité le marché du logement ces 8 derniers mois, générant au moins 4 milliards. Le site dianzhong.com de Guo Yurang en fait partie. Le marché du logement dans les villes de première catégorie en Chine va demeurer sûr contre l'effondrement des prix et les cycles industriels. L'urbanisation de la Chine n'est pas encore complète. Même si je ne pense pas que le marché va connaître une hausse de grande ampleur, les produits liés à ce marché sont très bons. Bien que les produits financiers pair à pair se soient bien vendus ces 2 dernières années, Guo y a mis fin en raison des régulations du gouvernement. Il dit qu'en revanche, une grande proportion des investisseurs sur sa plateforme contractent des prêts pour s'acheter un logement plus grand et non par pure spéculation. Je pense que le secteur financier et tous les autres secteurs chinois ont tendance à faire face aux situations avec des solutions simples et uniformes. Une fois qu'ils sentent qu'il y a des occasions à saisir, ils s'y jettent sans réfléchir. Mais quand ils sentent qu'il y a des risques, ils coupent tout sans même y regarder à 2 fois. Je pense que cela heurte les intérêts des clients qui ont un besoin réel de logement. Une pensée qui fait écho à celle de Yan Yaozin, directeur de recherche chez eHouse China. Il ne voit pas les prêts de ce type comme une menace pour le système financier. Un marché des prêts plus flexible pourrait aider à stimuler les ventes, mais cela ne contribue pas à la hausse des prix. Il y a beaucoup de raisons derrière ces hausses, comme la spéculation et les inventaires décroissants. Le commerce extérieur de la Chine a été sous forte pression cette année en raison des menaces économiques dans le pays et à l'étranger. Mais un porte-parole du ministère du Commerce a indiqué lors d'une conférence de presse ce vendredi matin que la situation allait commencer à s'apaiser à la fin du mois. Le commerce extérieur de la Chine a eu un départ difficile cette année. Le volume total pour les 2 premiers mois a baissé de 17% en glissement annuel. Ce sont les exportations de février qui ont le plus souffert avec une baisse de plus de 14% par rapport au mois précédent. Le porte-parole du ministère du Commerce Shen Danyang dit que la faible performance de février est due à des facteurs saisonniers et qu'elle ne doit pas refléter le commerce de la Chine en 2016. Février 2015 avait une base très forte pour comparer avec cette année. En fait, février 2015 a connu la plus forte croissance des exportations depuis 2009. Toutefois, les chiffres de février ne doivent pas être utilisés comme un point de référence pour toute l'année. Le commerce se stabilisera probablement après mars. Shen Danyang ajoute que les défis de 2016 ne seront pas sous-estimés.
À l'international, 35 économies majeures ont publié une baisse combinée du volume commercial de 14% le mois dernier. Au même moment, le prix des matières premières a continué à baisser. En Chine, les coûts pour les compagnies ont augmenté et les investissements ont ralenti. Le gouvernement devrait dévoiler des mesures spécifiques cette année pour la reprise de la consommation en Chine et donner aussi plus d'incitation aux exportateurs. Cette année, nous travaillerons sur une liste positive de paiements et de frais pour les produits importés. Nous optimiserons le régime d'abattement fiscal, développerons l'assurance crédit et encouragerons le e-commerce transfrontalier. Shen Danyang dit enfin que l'avantage compétitif de la Chine dans le commerce n'a pas changé et que les officiels sont confiants quant au maintien du pays dans le top des grands centres mondiaux pour le commerce par le biais de l'innovation et de l'optimisation. L'application de messagerie WeChat de Tencent connaît un succès considérable en Chine depuis déjà 5 ans. La compagnie prévoit d'aller plus loin avec une version professionnelle. Actuellement en cours d'essai, Tencent a déclaré que l'édition entreprise de WeChat sera officiellement lancée dans 1 ou 2 mois. Mais en quoi différera-t-elle de celle que l'on connaît? Réponse en images. L'édition entreprise de WeChat inclura de nouveaux services tels qu'une reconnaissance automatique des messages et un système de crédit pour passer les appels sur le compte de son entreprise. Elle disposera également d'une fonction repos qui permettra à l'employé de bloquer des messages quand il prend une pause. Elle n'inclura pas la populaire fonction des Moments de WeChat qui permet aux utilisateurs de partager des photos sur un mur avec leurs amis. Pour certains, cela s'avère être un soulagement. En général, je bloque l'accès de certaines personnes à mes moments. Si nous ne parlons que de travail, nous n'avons pas besoin de consulter nos moments. Ce service sera offert gratuitement aux entreprises, pour l'instant du moins. La première version sera disponible pour des entreprises invitées, mais pas pour toutes les compagnies. Ce n'est pas la première fois que Tencent tente de se frayer une place sur le secteur des communications de bureau. Peu de gens le savent, mais la compagnie chinoise avait déjà effectué une tentative similaire en 2003 avec un produit appelé RTX, un service de discussion en ligne. Tencent n'est pas la seule compagnie chinoise à viser les messageries pour bureau. DingTalk.com d'Alibaba est ainsi sorti en 2014, débutant avec plusieurs grandes compagnies telles que Fosun, afin de faire sa grande entrée sur le marché. Selon ses administrateurs, ce type de service améliore l'efficacité au travail, tant que le facteur amusement n'est pas inclus. De nombreux employés jouent avec leur téléphone et consultent les moments. Si l'édition entreprise partageait certaines similarités avec WeChat, comme par exemple d'informer les équipes que les supérieurs les observent, cela pourrait sans aucun doute aider au travail, cela serait pratique. Mais je ne voudrais pas voir les moments en faire partie car ce n'est pas lié au travail. Si l'édition inclut des moments, cela créerait une distraction. Selon Tencent, on comptait 650 millions d'utilisateurs de WeChat à la fin du mois de septembre de l'année dernière, une augmentation d'environ 40% en glissement annuel. Apple a lancé son nouveau service de paiement le mois dernier en Chine et ce sera bientôt au tour de Samsung de faire de même. Ce secteur est en pleine croissance dans le pays. L'année dernière, 620 millions de personnes en Chine, soit 90% des utilisateurs d'Internet, ont utilisé un smartphone pour accéder au web. Grâce au développement de ces services de paiement, comment l'arrivée de Samsung va-t-elle changer le portrait du marché en Chine? La réponse dans ce reportage. Un nouveau joueur sur le marché. Le géant coréen va officiellement lancer Samsung Pay en Chine plus tard au mois de mars grâce à un partenariat avec la société chinoise UnionPay. Les utilisateurs vont bientôt pouvoir compléter des transactions en passant leur téléphone intelligent sous un lecteur électronique relié aux caisses enregistreuses. Depuis un mois, Apple Pay et Huawei ont fait leur entrée sur le marché de la partie continentale de la Chine. Des rumeurs laissent entendre que Xiaomi, ZTE et Lenovo travaillent à mettre sur pied leur propre système. Avec Alipay et WeChat Pay qui font déjà un tabac en Chine, l'annonce de l'arrivée du service de Samsung va encore resserrer la concurrence dans le monde des paiements mobiles, un secteur où la concurrence est déjà féroce. Avant, j'utilisais Apple Pay parce que je me sers beaucoup de mon iPhone. C'est plus pratique et c'est une mode aussi. Je suis un peu inquiet pour la sécurité, mais Apple, c'est un peu une façon de montrer qu'on suit les tendances.
Les tendances de consommation m'influencent aussi, mais pour ce qui est de celle-là, je ne suis pas convaincue. WeChat et Alipay sont assez pratiques, alors un nouveau mode de paiement me semble superflu. Avec la présence des machines POS de UnionPay qui sont les plus répandues pour les paiements dans les magasins, certains croient que le partenariat avec Apple et Samsung mettra plus de pression sur Alipay et WeChat Pay que l'on ne retrouve pas souvent en magasin. UnionPay tente de conclure des ententes avec toutes les banques commerciales. Le marché des paiements en Chine a radicalement changé. Dans un contexte où le marché des paiements mobiles est dominé par les géants chinois Alibaba et Tencent, qui contrôlent ensemble plus de 80% des activités, les nouveaux joueurs comme Apple Pay et Samsung Pay devront surmonter plusieurs obstacles pour se tailler une place en Chine. Je vous propose de regarder maintenant les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en hausse vendredi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai, les actions A clôturé à 3092,59 points, en hausse de 1,73%. Et l'indice des actions B a clôturé à 367,34 points, en hausse de 2,06%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A fini à 1921,42 points, soit une hausse de 3,66%. L'indice des actions B a clôturé à 1121,17 points, en hausse de 1,55%. La bourse de Tokyo a reculé vendredi de 1,25% avec l'affaiblissement du dollar, tombé à un plus bas de près de 17 mois face au yen. L'indice Nikkei a perdu 211,57 points à 16 724,81. Il cède 1,3% sur l'ensemble de la semaine. Nous enchaînons à présent avec les taux de change, les prix du pétrole ainsi que ceux des métaux précieux. Certains représentants des pays producteurs de pétrole en Afrique se sont réunis à Abuja, la capitale nigériane, où se tient actuellement la 33e session de la conférence de l'Association des producteurs de pétrole africains. Les délégués au sommet veulent plus de diversification pour faire face à la chute des cours qui continue à nuire à leur économie. Les pays producteurs de pétrole de toute l'Afrique se sont réunis ici, dans la capitale du Nigeria. Il s'agit de leur 33e session ordinaire, mais également de leur première session depuis le début de la chute des cours du pétrole. Cette rencontre est cruciale pour un pays tel que le Nigeria, qui tire près de 90% de ses revenus issus de l'exportation et 70% de ses revenus de l'exploitation du pétrole. La plupart d'entre eux sont confrontés à une baisse de près de 50% de leurs revenus suite à la chute des prix du brut. La situation actuelle résulte d'une surproduction de pétrole mondial. C'est très difficile à changer parce qu'aucun autre organisme que l'OPEP ne dispose d'un contrôle global sur la production. Cet excédent a également été aggravé par l'ajout de la production iranienne. Trouver une issue favorable aux pays producteurs de pétrole et aux entreprises africaines n'est pas une chose aisée. Il faut diversifier, et ce à tous les niveaux. La diversification est nécessaire du point de vue des entreprises et du point de vue des gouvernements. Si les pays sont capables de diversifier leur production pétrolière, il ferait mieux d'agir rapidement car il est fort probable que la baisse actuelle des prix dure. L'organisation, fondée en 1986 à l'initiative du Nigeria, a été établie afin de rendre les revenus des nations africaines productrices de pétrole moins dépendants de la technologie et des marchés occidentaux. Il semblerait que de gros efforts soient ainsi à faire dans ce sens. Certains des pays producteurs de pétrole tels que Nigeria ont tenté de faire passer des coupes dans la production afin de stabiliser les prix, mais leur influence est très limitée. Trouver un terrain d'entente semble compromis dans la mesure où de gros producteurs tels que l'Arabie saoudite refusent de diminuer sa production. La plupart des producteurs de pétrole africains n'ont d'autre choix que de trouver d'autres industries pour survivre. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de ce journal. La suite de l'actualité économique, c'est avec Raïssa Girondin.
Bonjour à tous, nous débutons avec la crise brésilienne. Le Fonds monétaire international appelle le Brésil, qui traverse une crise économique et politique, à renforcer son économie. Le porte-parole du FMI, Bill Murray, a déclaré hier que le Brésil devait renforcer son cadre macroéconomique afin de restaurer la confiance et de stimuler l'investissement. En effet, le PIB brésilien a reculé de 3,8% en 2015, sa pire contraction en 25 ans. Le Brésil affronte l'une de ses crises politiques les plus graves de son histoire en raison d'un scandale de corruption éclaboussant toute la classe politique et suscite la colère envers la présidente Dilma Rousseff. Bill Murray ajoute que le FMI suit de près les événements se déroulant dans la première économie d'Amérique latine, mais qu'il ne s'implique jamais dans les développements politiques des pays membres. La Banque centrale d'Égypte a majoré ses taux d'intérêt d'1,5 point de pourcentage lors d'une réunion de comité de politique monétaire. Cette augmentation avait d'ailleurs été anticipée à la suite de la forte dévaluation cette semaine de la livre égyptienne face au dollar. Jeudi, la Banque centrale a décidé d'assurer la stabilité du taux de change de la livre face au dollar à 8,78. Cette décision a été prise dans le sillage d'une semaine riche en événements, puisque la livre s'était dévaluée de 15% pour réduire le fossé avec les taux pratiqués sur un marché noir en plein essor. Elle s'est tout d'abord échangée à 8,95 contre le dollar, mais sa valeur est montée à 8,78 après 2 ventes exceptionnelles du gouvernement mardi et mercredi d'une valeur d'1,9 milliard de dollars. Maintenant, la situation est équilibrée et il n'existe plus vraiment de différence entre les marchés d'échange officiels et non officiels. Par conséquent, il y a aujourd'hui plus de dollars et le contrôle des approvisionnements en dollars est géré en Égypte. La valeur de la livre a pu s'apprécier de 7 centimes de livre. Cette semaine, d'autres mesures ont été annoncées. Lorsqu'on échange des dollars auprès d'une banque, on reçoit des certificats dont la valeur est plus élevée que les 15% de taux d'intérêt. L'objectif est d'accroître la demande pour la livre égyptienne et conserver les dollars en Égypte. La Banque centrale a également annoncé qu'une réunion exceptionnelle avec les banques présentes en Égypte aura lieu dimanche prochain. L'objectif est de planifier une politique claire sur la manière de gérer la hausse du dollar. Le contrôle des échanges en dollars en Égypte a été obtenu de la part des bureaux de change et aujourd'hui des mécanismes adaptés doivent être adoptés à la demande des investisseurs. Il faut aussi répondre aux besoins monétaires de ces investisseurs. D'après les experts, la dévaluation de la livre de cette semaine était réclamée par le FMI dans le but de fournir un soutien financier à l'Égypte. Le gouverneur de la Banque centrale affirme qu'à travers ces mesures, il prévoit d'accroître les réserves monétaires pour les faire passer de 15 à 27 milliards de dollars avant la fin de cette année. La Banque de réserve d'Afrique du Sud a relevé le seuil de son taux repo de 25 points de base à 7%, ceci dans le but de contrôler le taux d'inflation malgré le ralentissement de la croissance. Le gouverneur de la Banque de réserve d'Afrique du Sud, Lesetja Kganyago, a décidé de relever les taux d'intérêt à l'encontre des prévisions des analystes qui pariaient sur le maintien. Mais Kganyago a expliqué que la commission responsable de la politique monétaire restait préoccupée par la faiblesse des perspectives de croissance liées à la méfiance des entreprises et des consommateurs. La banque vise une inflation se situant entre 3 et 6%. Le principal taux d'emprunt se situe actuellement à 10,5%. Les marchés ont été secoués par le conflit entre le ministre des Finances, Pravin Gordhan, et la police. Et la récente accusation qu'une riche famille ayant des liens étroits avec le président Jacob Zuma pourrait se trouver derrière sa décision de limoger en décembre le respecté ministre des Finances du pays, Nanlala Nene, a envenimé la situation. Le président Zuma a démenti ces accusations devant le Parlement. Il a insisté sur le fait que ces nominations étaient influencées par personne d'autre que le parti au pouvoir, l'ANC. La hausse des prix des aliments a davantage accéléré que ce qui était prévu en raison d'un taux de change qui s'affaiblit et de l'aggravation de la sécheresse, résultant en une révision à la hausse des prévisions des prix alimentaires. Étant donné les prévisions d'une inflation en hausse et du prolongement attendu de la période de crise, il a été décidé d'un resserrement de la politique monétaire était nécessaire pour compléter ce qui avait été décidé auparavant.
La Commission de politique monétaire a décidé d'augmenter le taux de 25 points de base à un niveau de 7% par an, prenant effet à partir du 18 mars 2016. Une entreprise américaine a fait savoir qu'elle a développé un poêle moderne à charbon baptisé Jikokwaa. L'entreprise Burn a déjà implanté une unité de fabrication dans les environs de Nairobi. Chris Aiken, le vice-président, déclare que cet équipement présente plusieurs avantages comparés aux produits concurrents. Reportage. Mère de 2 enfants, Mercy Mboun prépare le déjeuner. Elle utilise un poêle révolutionnaire connu ici au Kenya sous le diminutif de Jiko. Lorsque vous l'allumez, il monte très rapidement en température. Il n'a besoin que de peu de charbon. Il ne dégage pas de fumée. C'est ici, dans ces installations, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Nairobi, que les poêles sont fabriqués. L'atelier donne du travail à une centaine de personnes. La moitié d'entre elles sont des femmes. Chaque semaine, plusieurs milliers de poêles sont fabriqués ici. Nous produisons 1 Jiko par minute, soit 14 000 par mois. Pour Chris Aiken, le vice-président, le Jiko marque une amélioration comparée aux autres poêles disponibles sur le marché. Montrer aux gens que c'est comme ça que ça fonctionne, quels sont les avantages. Les enfants resteront plus longtemps à l'école. Il y aura moins de problèmes respiratoires. On économise annuellement 18 000 shillings, environ 180 $, simplement en utilisant moins de charbon. Conçu aux États-Unis, le poêle est fabriqué localement au Kenya. Un des plus grands investisseurs est Acumen. Cette ONG américaine met l'accent sur l'économie sociale. La plupart des matériaux utilisés par l'entreprise Burn viennent de Chine, le reste étant acheté localement. Leur modèle commercial est simple. Faites-lui faire ses preuves, allumez un poêle, allez sur place dans les marchés, les supermarchés, là où sont vendus les Jiko. Montrez aux gens comment ça fonctionne. Jusqu'à présent, ce système a été couronné de succès en Ouganda. Plus de 140 000 poêles ont été expédiés à ce jour, permettant aux familles d'économiser des millions et d'aider à préserver l'environnement. La direction se montre confiante. Elle estime que la même réussite peut être reproduite au Kenya avant le déploiement du produit en Afrique subsaharienne. Et ainsi s'achève le monde de l'économie. Retour au plateau avec Elsa Suruyang. Merci infiniment Raïssa pour toutes ces informations économiques. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 1h30 pour une nouvelle édition du journal. Excellente suite de programme sur CCTV Français.